depuis le départ des bases militaires françaises du Sénégal. Cérémonie officielle, le général Pascal Yanny, commandant des forces françaises en Afrique, a rendu les clés de cette base historique ainsi que d'un bâtiment à l'aéroport international Blaise Diagne. Les éléments français du Sénégal avaient entamé leur retrait depuis le mois de mars et tournent la page d'une histoire qui remonte à l'indépendance en 1960, même si la présence française s'était progressivement réduite et transformée. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque un tournant important dans le riche et long parcours de la coopération militaire entre le Sénégal et la France. Fin 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, actant la rupture avec ses prédécesseurs, avait exigé le retrait des Français. L'indépendance du Sénégal ne pouvant s'accommoder selon lui d'une présence militaire étrangère. Ce sont donc 350 militaires chargés principalement de formation et de coopération qui quittent le pays ainsi que leurs familles. Les EFS avaient succédé en 2011-2012 aux forces françaises du Cap-Vert qui, elles, avaient une capacité offensive et étaient installées depuis 1974. La présence de l'armée française en plein cœur de Dakar, dans le camp Jey, un village militaire équipé de supérettes, pavillons et terrains de rugby sur 5 hectares, suscitait la critique d'une grande partie des Sénégalais. Avec la fermeture de sa dernière base en Afrique de l'Ouest, l'armée française voit donc sa présence considérablement réduite en Afrique en l'espace de quelques années. Sa dernière base située à Djibouti, à l'est de l'Afrique, réunit encore 1500 militaires. Les Français, certains hommes de médias français s'agitent de plus en plus sur les Sénégalais. Oui, ils nous ont fait partie, mais c'est les Chinois qui vont arriver, ils vont piller le pays. Les Chinois, ils n'ont pas de pitié, tout ce qu'ils savent faire, c'est piller. Mais c'est comme si, eux, dans leur mentalité néocolonialiste, paternaliste et condescendante, toujours, un Sénégalais, un Malien, un Ivoirien n'a pas la capacité intellectuelle de voir que dans son pays, il y a un système qui y est et qui n'est pas du tout favorable aux intérêts de la population. Et que l'Africain, dans sa manière de voir, est incapable de savoir que la vraie indépendance se situe dans sa souveraineté gérée par ses enfants. Et toujours, dans leur manière de voir l'Africain, c'est comme si à chaque fois qu'un Africain dit non, c'est soit qu'il y a un Chinois, un Américain ou un Français ou une autre nationalité qui est derrière. Mais l'Africain, tel que constitué, est incapable de prendre une décision sur son destin. Selon eux, dans leur mentalité néocolonialiste, l'Africain doit rester un éternel encadré qui n'est pas capable de prendre une décision. À chaque fois, chaque décision de l'Africain doit être commandité par une autre personne pour que l'Africain se retrouve dans cette décision-là. Mais il se trompe. Je le recommande de suivre une petite interview que j'ai vue. La dame disait, écoutez les Africains sur la présence chinoise. Et vous allez comprendre la différence qui est décrite par des éléments. Et c'est très important. La présence chinoise en Afrique est décrite par des éléments factuels. Oui. Et cela vous permettra de comprendre réellement où se situe le problème. Entre le problème de la présence des Européens et pourquoi les Africains acceptent la présence chinoise. D'abord, pour la présence chinoise, il y a l'absence d'humiliation, l'absence d'appropriation territoriale, l'absence de création d'un système juridique illégal et l'absence de création d'une forme de racisme. Vous allez dans les quartiers où il y avait les Occidentaux. Dans les villes où il y avait les Occidentaux, toujours il y a un quartier ceci et quartier cela. Et souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'ils sont arrivés? Ils se sont appropriés les meilleures terres. Ils se sont appropriés les meilleures terres. Quand vous aviez un problème avec un occidental en Afrique, le système était huilé de telle sorte que même l'Africain se sent étranger chez lui, discriminé, humilié. Et à chaque fois que les Africains se battaient pour mettre en place un dirigeant, l'Occident passait derrière pour leur imposer un autre en tuant celui qu'ils ont choisi eux-mêmes. Je peux vous donner beaucoup de cas. Et à chaque fois que c'était comme ça, durant des décennies, les Africains ont vécu cela. Maintenant, avec l'ouverture de l'Afrique et les intellectuels africains qui sont partout dans le monde, les Africains sont capables de porter aujourd'hui un discours sur leur avenir, de prendre des décisions claires en toute souveraineté. Et ça, je pense que les Occidentaux ne parviennent toujours pas à comprendre que les intellectuels africains qu'ils ont croisés il y a 15-20 ans
dans les amphithéâtres, et parfois même les Africains étaient majors ou bien deuxième ou troisième de la promo, ces Africains aujourd'hui, ce sont eux qui prennent les décisions. Il n'y a plus d'inégalité. Maintenant, c'est égalité. Que chacun défende ses intérêts. Et les Africains l'ont très bien compris. Et depuis qu'ils l'ont compris, ils ne se laissent plus bâillonner. Ils ne se laissent plus vassaliser. Ils ne se laissent plus vassaliser. Et la jeunesse est au devant de la chaîne dans ce combat-là. La jeunesse africaine a très bien pris en charge ce combat-là, reste bloc derrière ses dirigeants pour les protéger contre les prédateurs. Et ça marche très bien.